Salut à vous. Salut Mathieu. Salut Charles Amir. Donc tu es notre invité pour cette vidéo. On est au Festival des Jeux de Vichy Pro et donc tu es une des têtes de Super Meeple, même la tête de Super Meeple, on va dire. Une tête, une tête de Super Meeple, voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, on t'a aujourd'hui en interview. Ça arrive qu'on fasse des interviews, c'est plutôt rare, mais voilà, on avait envie de t'avoir à la vidéo pour que tu nous parles de ta maison d'édition, de ce que vous faites, et donc on profite du Festival des Jeux de Vichy pour tout simplement faire ça. Donc, tu vas nous parler de Super Meeple. Alors déjà, ça fait 10 ans que vous avez cette maison d'édition avec tes associés, ou ton associé, je ne sais plus. Mais tu vas nous dire, justement, pourquoi est-ce que tu as décidé un jour, peut-être sur un coup de tête, peut-être que c'était un plan longuement réfléchi, pourquoi fonder une maison d'édition? C'est un concours c'est un concours de circonstances plus ou moins, parce que je voulais de toute façon davantage aller dans le monde du jeu. J'avais fait des jeux en tant qu'auteur avant, je voulais de plus en plus en fait m'investir. Moi, j'ai toujours aimé jouer depuis toujours, et c'est un concours de circonstances. C'est une discussion avec différentes personnes, etc. À l'époque. Les frères Pierruc grosso modo, et ensuite on a monté du coup la société comme ça, et rapidement effectivement je me suis quand même bien investi dedans, et voilà, et finalement j'ai vu l'occasion à ce moment-là de me dire je peux peut-être essayer essayer d'en vivre, et voilà, et donc c'est parti comme voilà, je m'étais pas dit je veux absolument monter une maison d'édition, c'est juste qu'effectivement j'ai eu l'opportunité de le faire, et donc voilà. Et du coup, tu as eu, comme tu disais, une activité d'auteur aussi, où tu as créé des jeux, notamment Crazy Cards, je crois. Tu es bien renseigné, mais oui, enfin, auteur, c'est beaucoup dire, mais effectivement, mais même avant, autant, mais des prototypes, même en tant qu'auteur, j'en ai plein. Alors évidemment, j'ai plus le temps d'en développer, mais oui, en tout cas, Crazy Card, c'est celui qui est sorti chez Portal il y a maintenant, je sais plus, 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et puis avant, j'avais fait un ou deux autres jeux comme ça, mais en plus en auto-édition ou avec des amis, voilà. Ouais. Et donc, tu décides il y a 10 ans de monter cette entreprise. Et quelle était votre mission au début? Parce que comment tu te dis, je vais sélectionner des jeux? Quel jeu tu choisis de sélectionner à ce moment-là, il y a 10 ans? Alors, en fait, au démarrage, l'idée, ça a été de faire de la réédition. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas trop, hein, finalement, encore. La réédition de jeux qu'on trouvait particulièrement intéressants, qui étaient un peu partis, qui avaient un peu disparu des radars, et de les ramener et avec une version un peu de luxe, quoi. Voilà. Donc c'était ça vraiment le démarrage. Donc c'est pour ça qu'on a commencé. Le premier jeu qu'on a sorti, c'était donc à Cannes 2015. La société, on l'a créée en 2014, mais le jeu est sorti à Cannes 2015, et c'était Mexica. Donc voilà, le dernier en l'occurrence de la trilogie des masques. Et ensuite avec donc des pyramides qui sont à l'origine des pyramides en plastique dans le jeu de Ravensburger, et là c'est des pyramides en résine brossées, etc. Et c'était voilà, c'était beau, et c'est comme ça aussi qu'on a commencé effectivement à être un peu plus connu, enfin à se faire connaître dans le monde du jeu par effectivement du matériel de qualité. Voilà. Donc c'est l'idée, c'était voilà, on a quand même fait ça au démarrage. Ensuite on a fait Antican, on a fait Amunre aussi, une autre réédition. Voilà, et petit à petit, bon, on a toujours l'idée éventuellement de faire de la réédition de temps en temps, mais c'est vrai, petit à petit on a abandonné pour faire des projets en édition propre. Et à côté de ça, on est aussi parti sur de la localisation. Voilà. Alors du coup, pourquoi est-ce que vous décidez de faire ce basculement vers des projets d'édition? Peut-être est-ce que c'est des envies de développer les jeux vous-même, d'avoir la maîtrise totale des mécanismes du projet, ou c'est simplement que vous êtes tombé amoureux de certains projets ou... Alors, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a le fait d'avoir effectivement eu des prototypes qui nous plaisaient vraiment, parce que forcément, même quand on faisait de la réédition, on recevait quand même plein de protos, on a rencontré des auteurs, etc. Il y a ça. Il y a aussi le fait, on estimait que la réédition en termes de vente, c'était quand même assez limité. De toute façon, il se trouve que, et même encore maintenant, il y a encore certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de certains jeux. Mais on leur dit c'est une réédition. Ah mais non, non, je ne veux pas jouer parce que c'est un ancien jeu, alors qu'en fait ils ne connaissent absolument pas le jeu. Bon, ça c'est un mystère, je ne comprends pas je comprends pas la logique, mais peu importe. Toujours est-il que on pensait que le marché était assez limité. Voilà, donc on a eu des succès corrects sur ces jeux-là, hein, mais on se disait qu'on n'offrait pas un gros carton avec des jeux en réédition. Voilà, en fait c'était ça. Alors, Et aussi peut-être la question des droits. Est-ce que tu peux exploiter le jeu sur le monde entier ou sur simplement le territoire français? J'imagine que ça compte aussi un peu dans le... oui, oui, les jeux qu'on rééditait, on les avait les droits mondiaux de toute façon. Donc non, 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 même pas. Non, c'était même pas tant ça. C'était que encore une fois, on estimait que. Mais on voit bien que Awaken Realms nous prouve qu'effectivement, on va faire la réédition et bien réussir. Voilà. Effectivement, avec Puerto Rico et les châteaux de Bourgogne, c'est pas trop mal, ouais. Et donc, vous décidez aussi de faire des localisations, et des localisations plutôt, on va dire, plutôt beaucoup d'Eurogame. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi ce choix éditorial qui était
à l'époque déjà bien pris. Et aujourd'hui, bah, vous imposez un peu plus sur ce marché-là. Vous avez une bonne réputation dans cette tranche-là. Mais pourquoi est-ce qu'à l'époque, vous dites, OK, c'est vers ce segment-là, ce secteur-là qu'on veut aller? Parce qu'on aime ça. Non, c'est vrai, c'est assez simple, hein. On fait ça parce qu'on aime ça, quoi. Et c'est vrai que, enfin, moi, je l'ai déjà dit. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. En tout cas, les gros jeux, c'est ce que je préfère. L'idée, c'était effectivement de se dire, bah, on va se développer là-dedans parce que chez Super Meeple, globalement, toutes les personnes qui travaillent chez Super Meeple, c'est on aime d'abord effectivement des jeux plutôt qu'on appelle maintenant catégorie expert. Donc voilà, donc on s'est développé là-dedans. Et finalement, je pense aussi, on avait l'impression d'être un peu, y avoir moins de monde, hein, parce que même à l'époque, bon, mais il y avait du monde un peu partout, mais voilà, c'était encore un domaine il y avait que certains éditeurs qui le faisaient. Et mais on faisait ça, mais d'abord, au-delà même du marché, etc. On faisait d'abord ça parce qu'on préférait ça. Voilà. Et du coup, sur l'édition en propre, vous êtes aussi allé un petit peu sur ce segment. Alors, il me semble que le premier, c'était Tajuto, qui était un peu plus léger, si je dis pas de bêtises. Non, c'est après. Le premier en édition pure, ça a été Cohort de Paris, et qui était effectivement un niveau qu'on appelle initié maintenant. Et c'est vrai que petit à petit, on a eu Tajuto et on a eu Tajuto. Et effectivement, après, on a fait d'autres plus gros jeux, Virtue, Doggerland. Et là, on travaille plutôt effectivement. L'idée, c'est on développe à peu près 2 jeux par an, un gros jeu et un jeu qu'on essaye de faire un peu plus familial, etc. Voilà, voilà. Et du coup, le dernier jeu que vous avez fait en édition propre, c'est chronologique et vous l'avez fait en coédition avec Origames. Pourquoi avoir décidé de faire de la coédition à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe pour que vous décidiez à de la coédition? En fait, chronologique, je l'avais signé avec Johan et Fabien parce que le jeu me plaisait beaucoup. Ils étaient contents de travailler avec nous et travaillant très beaucoup avec Ori Games, qui fait notamment le packaging et donc la direction artistique par ailleurs sur nos jeux. Et puis étant amis en fait avec Ori Games, on s'était toujours dit pourquoi ne pas faire un jeu ensemble. Et eux étant effectivement très férus des jeux de déduction, quand je leur ai fait jouer, etc., ils ont adoré le jeu. Ils ont dit et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est dit bon, on a qu'à le faire ensemble. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, une gamme qui connaît un bon succès, si je me trompe pas. Vous faites un deuxième opus qui s'appelle Cusco, je crois. C'est ça, ouais, le premier donc c'était Opéra de Paris. Effectivement, le jeu marche très bien et on a déjà de toute façon, dès le début on avait en tête de préparer de travailler sur 3 boîtes différentes. Donc le prochain c'est Cusco, qui se passe en 1450, donc qui sortira à Cannes 2025 et normalement on a déjà le troisième opus Babylone qui se passe dans le futur pour de Cannes 2026. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça vous fait des belles sorties, effectivement. Et puis après, il y a des mécanismes que vous pouvez ajuster, j'imagine. On verra ça un petit peu en temps voulu. Et donc, vous avez récolté pas mal de lauriers avec les jeux que vous avez localisés. Je pense par exemple à la Familia, qui a eu quand même l'As d'Or Expert cette année. L'an dernier, c'était pas mal non plus, avec Ark Nova. Comment vous vous félicitez d'avoir autant de lauriers, un bon flair pour la sélection? Ouais, oui, alors oui, d'abord c'est de la localisation, hein, donc c'est simplement qu'effectivement on peut se féliciter, non pas dans le développement, puisqu'on finalement on a fait que localiser, d'avoir effectivement eu enfin, un bon partenaire. En l'occurrence, c'est quand même 2 fois le même partenaire, hein, même si alors la Familia, encore une fois, il nous disait clairement vous pouvez ne pas le faire parce qu'en fait en gros une personne voulait le faire leur jeu, donc il y a eu que la version américaine et allemande évidemment puisque c'est eux qui le faisaient et nous. Mais nous, comme effectivement, moi j'adore le jeu, j'adore les jeux en équipe. Et donc chez moi, j'étais très content de faire le jeu. Et puis voilà, il s'est trouvé que le jury a aussi apprécié. Mais bon, la localisation, c'est effectivement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Bon, il y a un côté un peu loto, hein, d'une certaine façon, mais nous, on fait de toute façon toutes les logs qu'on fait, tous les jeux qu'on fait. Déjà, on n'a aucune obligation. Déjà, on est absolument libre dans tout ce qu'on fait, et on fait que les jeux qu'on aime. Voilà, donc beaucoup des partenaires, hein, parce que moi, je suis un gros fan de Fireland ou de Mind Clash, par exemple, parce que c'est les 2 plus gros partenaires. Et à côté de ça, on fait d'autres jeux de façon plus ponctuelle avec des jeux qu'on aime, quoi. Est-ce que tu peux nous parler des jeux qui marchent historiquement, qui sont les longs sellers ou les best sellers de Super Meeple? Alors en famille, depuis maintenant, ça fait un an et demi, ouais, un an et demi à peu près, c'est sorti. Expédition, par exemple, effectivement, c'est un jeu qui se vend toujours effectivement très bien et dont on est vraiment très content de sortir. On travaille d'ailleurs sur un nouvel opus avec l'auteur. Tikal a toujours été effectivement un long seller. C'est un jeu qui a 25 ans mais qui continue à se vendre parce que, enfin voilà, qui est toujours là. Ark Nova, bon, évidemment, Ark Nova, ça reste quand même effectivement dans les jeux gamers.
ça reste évidemment largement au-dessus des autres jeux gamers. Voilà. Après, on a d'autres. Alors, ça, c'est on va dire, ça, ceux que j'ai cités, c'est des long sellers qui sont des long sellers à vente assez importante. Par contre, on a des long sellers, genre comme des jeux vraiment très installés, comme Projet Gaia, comme Anachronie ou Tricerion, ou alors enfin voilà, différents jeux comme ça, Endeavor, qui sont des jeux qui se vendent. Je parle des qui se vendent de façon régulière, voilà, mais évidemment sans atteindre on n'est pas sur des jeux avec des centaines de milliers d'exemplaires évidemment, mais en tout cas, ce sont quand même des long sellers. C'est des jeux qu'on réimprime régulièrement parce qu'on sait qu'ils se vendront. On va peut-être parler un petit peu de ce qu'on a devant nous, parce qu'en fait, là, il y a un peu le line-up que vous avez bien pour bientôt. Déjà, alors il y a celui qui est tout devant, Plantanubo. Alors Plantanubo, je crois c'est un Rosenberg, mais pas que. Non, c'est pas qu'un Rosenberg effectivement, c'est trois auteurs de jeux gamers. Hein. Donc il y a Mike Miller, c'est l'auteur de Agra notamment, c'est un gros jeu de chez King Games qui était sorti, il me semble. Donc Rosenberg on ne le présente plus. Et Odd aussi, quand même l'auteur de La Granja. Pas très gros jeu, mais excellent jeu quand même, et de Cooper Island par contre qui est très gros. Voilà, donc c'est trois auteurs, donc c'est la maison d'édition de Odd en l'occurrence, et qui a fait ce jeu dans un univers qui est assez particulier, assez un peu fantastique, etc. Et très très plaisant. On retrouve un peu la patte d'ailleurs des trois, qu'on connaît un peu les trois auteurs, et c'est assez particulier, etc. C'est très plaisant à jouer, c'est très immersif, moi je trouve, et voilà, c'est le prochain qui sort, puis il sort le 27 septembre. Ok, on va suivre après. Je crois que c'est Black Forest qui suit, c'est ça, si je dis pas de bêtises. En fait, je t'avouerai que je suis pas certain des dates parce que les dates vont dépendre des bateaux. Mais en gros, effectivement, les trois autres, enfin même les quatre autres sont effectivement, on va dire entre mi-octobre et fin novembre, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est encore un peu. Mais Black Forest, Rosenberg pour le coup, effectivement. Alors pas le seul, hein, puisqu'il a été accompagné là-dessus sur Tito Lawrence, qui est en fait une revisite de La Route du Verre, donc le jeu qui est sorti il y a quelques années. Donc on est toujours sur La Route du Verre dans la thématique, mais avec effectivement toujours la mécanique de ressources qui est quand même brillante de Rosenberg. Et là, en l'occurrence, par contre, une différence dans les actions qui sont différentes. Dans La Route du Verre, on a les joueurs ils choisissaient de façon simultanée les actions. Là, par contre, il y a une mécanique qui est différente. Jeu très simple, enfin très simple. Genre en termes de règles, c'est vraiment assez facile à apprendre. Il y a peu de choses, c'est très épuré. Après, par contre, à bien jouer, c'est autre chose. Mais par contre, voilà, le jeu est comparativement, par exemple, à Plantanubo, qui est plus touffu, plus complexe, etc. Voilà, je comparais ça ou à Sankoré. Donc on peut repartir déjà là-dessus. Mais Sankoré, c'est un peu effectivement dans la lignée de Plantanubo. C'est un jeu assez complexe, assez gros, vraiment très intéressant, tant dans la thématique et d'ailleurs la DA est très belle, mais ensuite aussi avec un système de scoring qui est vraiment, je trouve, très intéressant. Si on est loin de la soupe de poing, parce qu'il y a il y a comment dire, un seul paramètre qui va définir à la fin le score. Et voilà, c'était vraiment très très. On est très content aussi de celui-ci. Alors je vais t'interrompre une seconde dans le line-up parce que tu as parlé de direction artistique. Et effectivement, aujourd'hui, la direction artistique des Eurogames, elle a tendance à s'améliorer, non? Enfin, je trouve qu'on passe de jeux un peu moches et un peu beige à beaucoup plus de parties pris osées. Je pense à Voidfall avec sa couverture rose, d'autres avec des thèmes qui sont bien habillés, qui sont bien illustrés. On sort peut-être un peu de l'agisme des illustrations à la bonne franquette. Ouais, alors à la bonne franquette, non, justement, je dirais à la bonne allemandette, à la bonne, à la bonne allemande. Non, mais alors Mindclash, pour le coup, pour moi, ils ont toujours fait une DA qui était vraiment très belle. Hein. C'est vrai que quand on pense à DA ou discutable, en tout cas nous, d'un point de vue français, c'est vrai qu'on pense aux Allemands, en l'occurrence, effectivement, qui, bien que faisant des jeux brillants, etc. C'est vrai que d'un point de vue, en tout cas illustration, bon. On pouvait se poser des questions, mais n'empêche que moi, pour discuter des éditeurs allemands, qui vont déjà demander d'ailleurs des conseils d'illustrateurs français, non, parce que Clemens Franz, etc. Bon, tout le monde, on le connaît tous, etc. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'il y a un pool d'illustrateurs pour les gros jeux allemands qui est quand même assez limité. Et donc je sais ils veulent quand même essayer effectivement de développer un peu et de changer un peu cette image-là. Et donc effectivement, globalement, moi je trouve effectivement les jeux, clairement, il y a quand même une amélioration. Moi je trouve visuelle des jeux indéniablement parce que beaucoup, beaucoup, et moi aussi, hein, je suis sensible aussi à quoi ressemble le jeu. Hein. C'est pas le critère principal, mais en tout cas, je trouve ça agréable de jouer sur un jeu qui ressemble, où le graphisme est beau, l'illustration est belle, la DA, l'ergonomie est bonne, etc. Et donc, je pense qu'on a fait des progrès là-dessus, ouais, bien sûr. On va passer au reste et
la seconde version d'un jeu Brillant. brillant, Exactement. hop, qui est donc qui était Beyond the Sun, et là c'est Beyond the Horizon, C'est ça. qui est donc la suite. Est-ce que tu peux nous lister un petit peu les différences de ce jeu-là? Alors, la différence principale, enfin, moi, il y a trois différences qui ont fait qu'effectivement que je voulais absolument le faire parce que c'est Beyond the Sun, j'aime beaucoup Beyond the Sun, mais je trouvais le jeu un peu cher entre nous. Je trouvais que la DA, ben, est plus que discutable, et je suis pas personnellement pas fan de l'espace. Et donc là, effectivement, pour Cranio, et en l'occurrence c'était Luciani qui m'en parlait quand il m'avait parlé du développement, parce que en fait Luciani a travaillé avec les auteurs de base, donc ce sont les mêmes que Beyond the Sun, et lui il a travaillé en développement dessus. Et il m'avait dit à peu près, on a changé 20%, à peu près de 20-30% du jeu par rapport à Beyond the Sun. Et en réalité, ce qu'on a changé, en gros, il y a trois pans dans Beyond the Sun ou Beyond the Horizon. Il y a la partie arbre technologique qu'on retrouve, qui est quand même un peu le cœur du jeu, qui est le plateau personnel avec la façon dont on utilise enfin, avec les pistes de ressources, etc. Donc ça, c'est aussi, on retrouve la même chose. Par contre, le gros changement, il est sur le plateau commun, où là, effectivement, il y avait le plateau avec les planètes, un peu la course, etc., avec les autres joueurs dans Beyond the Sun. Là, on est effectivement sur un côté exploration, civilisation, où il y a des tuiles, on va aller effectivement explorer, construire des bâtiments, etc. Voilà, donc c'est ça, c'est sur cette partie-là que c'est différent. Ils ont un peu enlevé. Il y a moins, il y a pas d'interaction directe comme il y avait dans Beyond the Sun, mais voilà, il y a d'autres, comment dire, d'autres paramètres, etc. Au global, au global, voilà, j'adore ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment, c'est pour moi un des meilleurs euros des dernières années. C'est vraiment très très plaisant à jouer. Voilà. Et enfin Kraftwagen, que on va mettre devant, c'est bon, il a l'air de tenir devant. Alors Kraftwagen, c'est le seul jeu initié de la fin d'année. Kraftwagen par Matthias Kramer, à ne pas confondre avec Wolfgang Kramer, mais qui est un autre Allemand qui est absolument, qui est excellent, qui est spécialisé plutôt dans les jeux initiés. Hein. Alors notamment le plus connu qu'il ait fait, c'est Glenmore. Mais il a aussi fait Rococo, il a fait Helvetia par exemple, d'autres jeux, etc. Et il y a toujours quelque chose. Alors, il est connu pour sa mécanique, notamment d'ordre du tour, qui exactement de roue et d'ordre du tour, qui fait que il y a pas l'ordre du tour, il est variable en fonction effectivement d'où on se positionne sur la route. Donc ça c'est vraiment, on retrouve encore ça. Et c'est un jeu effectivement sur un thème qui a priori n'est pas très courant hein, finalement, et on pourrait dire un thème pas très sexy, en tout cas pour les gamers, pour ceux qui n'aiment pas spécialement. Et là, c'est effectivement sur le début de l'automobile. Et on va effectivement créer des voitures on va faire des séries, on va les lancer dans les courses et en même temps, on va essayer de les vendre sur le marché. Hyper dynamique, c'est super plaisant. Franchement, on a d'ailleurs d'excellents retours des boutiques qui le testent en bas. Non, c'est vraiment, et alors, et pour le coup, pour information, c'est un jeu qui existait déjà, hein, de Matthias Kramer, il y a une dizaine d'années, je crois à peu près. J'ai oublié la date. Et donc c'est une réédition, voilà, par un éditeur espagnol. En parlant de Endeavor, est-ce que tu peux nous parler de Eau Profonde, donc celui qui vient de sortir là au moment où on tourne, c'est sorti il y a 5-6 jours. Et donc vous avez édité la première réédition, L'Âge de la Voile, et donc cette fois-ci Burnt Island Games et Grand Gamers Guild vous ont proposé une seconde version qui change pas le système, mais qui change tout le reste. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'en penses? Et quelles affinités tu as avec? Alors, au risque de me répéter, effectivement, Endeavor, ça reste pour moi effectivement un des top 10 parmi les jeux auxquels je joue régulièrement. Enfin, je trouve que c'est vraiment un jeu extrêmement intéressant. Et donc forcément, quand ils m'ont parlé de ça maintenant, il y a quand même quelques temps, j'étais forcément très intéressé. D'autant plus que c'était par les mêmes auteurs qui, encore une fois, n'avaient rien fait d'autre finalement. Donc voilà. Donc j'ai forcément été intéressé. Donc ils nous ont expliqué le principe. Donc effectivement, on retrouve la mécanique, ce qui fait encore une fois la signature d'Endeavor, qui est une mécanique vraiment vraiment brillante, hyper fluide, très très claire, et donc effectivement dans un autre univers, et un univers en plus donc qui n'est plus sur un plateau fixe comme dans Endeavor, mais sur un plateau qui va être formé de différentes tuiles avec différentes couches, enfin différentes pardon de profondeurs, et donc ce plateau va être différent à chaque partie. Et on va retrouver effectivement certains aspects, les connexions par exemple qu'on a dans le plateau du jeu de base. Là effectivement donc là on retrouve un peu le principe de connexion. Là il y a un petit côté collaboratif dans le sens où contrairement au jeu de base, là s'il y a deux joueurs différents qui font une connexion, les deux ont le bonus. Bah, l'esprit est un petit peu différent. Enfin bon, c'est vraiment léger. Hein. Il n'y a plus d'interaction directe comme dans le jeu de base parce qu'il n'y a plus les canons par exemple. Mais bon, on retrouve de toute façon, c'est un autre plaisir, c'est à peu près le même niveau de complexité, c'est-à-dire, on va dire, initié à peu près, initié quoi. C'est pas très long, enfin c'est pas très long.
C'est ouais, une heure et demie, à peu près, 2 heures, on va dire à 4. Et voilà, donc forcément, quand même, donc on était évidemment très intéressé depuis le début. Et donc évidemment, moi, je suis évidemment très très content de proposer le jeu. En plus, je trouve la couve est vraiment belle. Je trouve qu'elle fait une bonne transition avec la version de base. À l'âge de la voile. Alors, avant de passer à Tikal Legends qui nous attend un peu sagement là et dont on va parler bientôt. Toi, Charles Amir, est-ce que tu as des titres hors Super Meeple qui sont tes doudous, tes coups de cœur du moment? Est-ce qu'il y a un jeu dont t'aurais envie de parler, autre jeu de Super Meeple? Alors, bien sûr, évidemment, moi je joue évidemment à pas mal d'autres jeux. Bah, alors le problème c'est que je vais pas redire ce que je dis. Il y a certains jeux qui restent effectivement des jeux, mais c'est des vieux jeux auxquels que je trouve toujours excellentissimes. Alors je parle toujours de Euphrates et Tigris, qui est pour moi effectivement un des meilleurs jeux. Effectivement, 3 par exemple, qui est des meilleurs jeux de dés aussi. Mais plus récemment, par exemple, moi j'ai joué plusieurs fois à Empire's End de chez Lucky Dog, etc. Et je trouve ces jeux absolument génial, quoi. Je trouve que c'est la mécanique et vraiment en fait, non, c'est pas un petit jeu, pardon, c'est un jeu initié et c'est vraiment extrêmement bien fait. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un des derniers jeux que j'ai joué, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai joué aussi à Amalfi que j'ai beaucoup aimé, Revive aussi d'ailleurs récemment, un gros jeu. Mais après effectivement, moi j'aime, enfin. Non, j'ai joué. Non, non, voilà. Attends, je réfléchis récemment s'il y a un jeu en particulier que j'ai aimé, mais qui n'est pas de Super Meeple. Mais voilà, déjà cela. Si j'ai joué à Cat in the Box pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc, on a un jeu qui n'est pas encore sorti devant nous, qui s'appelle Tikal Legend. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, Tikal Legend, c'est un nouveau jeu de Kramer et Kisling, donc dans la lignée de Tikal, donc qui reprend la mécanique cœur de Tikal, on se retrouve encore avec la même thématique effectivement de l'époque Maya. Enfin des temples mayas en l'occurrence, parce que ça se situe pas à l'époque maya, mais on est effectivement sur la découverte du site de Tikal. Et donc c'est un jeu auquel on en parle depuis 3 ans à peu près, 3 4 ans, je sais plus, avec les auteurs. L'idée était de se dire que pourquoi pas pour les 25 ans du jeu, parce que le Tikal effectivement est un jeu de 99. C'est encore une fois, c'est un de mes jeux préférés à titre personnel et voilà, et c'est pour plein de raisons. Et donc l'idée c'était de leur proposer pourquoi pas faire un nouveau jeu qui se reprend la mécanique de Tikal pour les 25 ans. Donc voilà, donc ils ont travaillé dessus, on a échangé, on a beaucoup avancé. Et en fait, on a voulu faire pour la première fois une version un peu de ultra deluxe en fait quand même, effectivement avec énormément de composants. Et comme effectivement on voulait faire cette version pour les 25 ans et que ce serait un peu limité et que ce serait beaucoup trop cher pour effectivement le réseau boutique, etc. On fait un Kickstarter. Voilà, donc c'est la première fois qu'on fait ça. Ne connaissant pas comment fonctionne Kickstarter, etc. Sur la partie Kickstarter, on est aidé par la boîte de jeu. Eux, ils connaissent bien et donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on lance pour la première fois effectivement le Kickstarter d'un jeu qu'on adore, qui reprend cette mécanique alors des points d'action, des trésors, etc. Mais qui le met à un niveau plus gamer clairement que Tikal, parce que Tikal on pourrait considérer aujourd'hui que c'est un jeu initié quoi à peu près. Bon, ça c'est clairement effectivement du gamer, ça dure entre 2 et 3 heures mais voilà, mais il y a plein de nouvelles choses, il y a des et voilà, moi on est hyper excité forcément. Ça fait énormément de temps qu'on travaille dessus, mais et on est impatient de voir aussi effectivement le Kickstarter comment ça va se passer voilà, fin octobre. Et donc, est-ce qu'il y aura une version boutique de Tikal Legend? Bon, j'imagine sans tout la surdeluxification du Kickstarter. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Non, non, là, ce sera uniquement la version donc de luxe pendant le Kickstarter, et ensuite, une fois que on travaillera sur une boutique, on va dire une version pardon standard du jeu en boutique après. Voilà, et avec évidemment matériel, on va dire plus classique. J'ai une dernière question pour toi, Charles Amir, et elle concerne le logo de Super Meeple. Pourquoi un super-héros? C'est une bonne question. Mais d'ailleurs, pourquoi Super Meeple? D'ailleurs, je me souviens, on a passé tellement de temps, on a passé tellement de temps et de noms possibles pour trouver le nom de la société. En fait, alors pourquoi? Parce que le logo, il est quand même lié au nom, puisque le logo, c'est une sorte en guillemets, c'est un meeple forcément un peu avec une cape, etc. Donc il y a le côté super héros.
les étoiles, etc. Les étoiles, c'était, les étoiles, je crois que c'était notamment pour le nombre d'associés qu'on était au début. Ah non, 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 ça marche pas, non. Non, non, je ne sais plus, je sais plus pourquoi on a les logos. Enfin bref, c'était Igor, notre DA, qui avait fait le logo. Et mais Super Meeple, c'était plus dans le sens où on revient avec des jeux, puisque c'était ça l'idée de base. En fait, effectivement, des jeux qui sont connus, qui sont des jeux, on va dire qu'on estime comme être des piliers ludiques. Et on revient et on en refait une version un peu de luxe. Effectivement, c'est ce qu'on a fait au début. Et donc voilà, donc on est passé par tellement de noms et celui-ci est venu en super-héros. Enfin, voilà, j'ai pas d'explication spécialement. En plus, n'étant pas spécialement branché super-héros, mais bon, bref, c'était, voilà, c'est. Peut-être des super jeux, je sais pas. Ouais, 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 on espère en tout cas. Des super jeux à l'allemande, c'est bon. Allez, hop. C'est ça, on aurait pu. Mais super jeu à l'allemand, c'est moyen comme nom de boîte. Eh ben écoute, merci beaucoup cher Amir de nous avoir un petit peu parlé de toute l'histoire, le parcours de Super Meeple, de nous avoir un petit peu présenté le line-up. On se dit à bientôt pour d'autres jeux. Et puis merci d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de Super Meeple. Eh ben, merci de m'avoir invité, merci à tous en tout cas, et puis bonne fin d'année. Salut!